Ok. Faut-il avoir deux yeux pour verser des larmes quand on n'arrive pas ou plutôt à trouver des résolutions vu tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo? Quel est l'apport de l'Union africaine ainsi que de l'ONU vu tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo? Ce sont juste des questions posées où vous aurez la réponse tout de suite avec notre invité, juriste consulte en droit international, Gadi Kassende. Bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour Elali et bonjour également à toute votre équipe technique administrative. Merci beaucoup. Comme aujourd'hui c'est votre jour, on en profite aussi pour vous souhaiter un heureux anniversaire. Merci bien, joli cadeau. Merci beaucoup. De toute façon, aujourd'hui c'est son jour, donc après l'émission on aura quelque chose à partager. Là c'est entre nous, 30 minutes pour convaincre ainsi que l'équipe technique de Show Télévision. Le conflit plutôt entre la RDC et le Rwanda remis au goût de chaque jour. Quelle lecture faire vu tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo? Maître Ngandi. Je n'ai pas de réponse à cette question puisque en fait tout a été déjà dit, ressassé, tourné dans tous les sens et on est en train de tourner en rond. En fait, la situation du pays, la situation de l'Est précisément, a nécessité et nécessite quand même qu'il y ait une démarche diplomatique telle que le président de la République le fait si bien. Cela nécessite aussi qu'il y ait aussi un pan derrière militaire. Un pan militaire, c'est-à-dire que l'armée soit prête à en découdre avec le Rwanda, avec le président Kagame. Le président Kagame a tout fait depuis près de 3 décennies, 2 décennies plutôt, un peu plus, pour déstabiliser l'Est de la RD Congo. En fait, déstabiliser la RD Congo, puisque sans l'Est, on balbutie, on claudique, on marche pas droit, c'est-à-dire on marche comme des boiteux, etc. Donc ça suppose qu'on ait une stratégie, pas seulement diplomatique, mais qu'on soit à même maintenant qu'on a pu lever l'embargo. Et quand l'autre côté ça ne marche pas du tout, de façon, le plan diplomatique n'arrive pas au moins à pouvoir donner des résolutions efficaces, vu tout ce qui se passe sur le terrain, faut-il continuer toujours à... Non, il faut continuer la diplomatie, c'est nécessaire, puisque quelles que soient les guerres, vous avez toujours vu dans l'histoire, on finit toujours par se mettre autour d'une table pour pouvoir trouver des compromis. Mais il s'avère que dans notre situation, pour pouvoir éventuellement un jour se retrouver autour de la table avec celui qui nous cause des ennuis au niveau de l'Est, au niveau du pays, il y a nécessité à un moment donné qu'on montre aussi notre musculature. Il faut qu'on montre aussi qu'on a des muscles, que nous sommes des hommes et des femmes en capacité de pouvoir défendre nos intérêts. En cela, je pense que il faut donner 3 mois au Rwanda. Il faut donner 3 mois à la communauté internationale, donner 3 mois à tout le monde pour qu'il y ait un compromis acceptable. Il n'y a même pas de compromis puisque nous n'avons pas à céder, dans le sens où c'est les forces du M23 soutenues par le Rwanda, disons simplement le Rwanda par le truchement de son chef d'État, le narcissique, qui veut toujours déstabiliser le pays puisque ce président a des raisons de pouvoir nous déstabiliser, puisqu'il a inscrit le développement de son pays par la déstabilisation de l'Est. Pourquoi déstabiliser l'Est? C'est pour des raisons économiques. Donc moi je dis qu'il faut non seulement qu'on continue la diplomatie, mais qu'on se prépare à une guerre. On a aussi déjà, au-delà de la diplomatie, essayé de pouvoir calmer Kagame par le truchement d'une guerre économique. Le fait de pouvoir bloquer le raffinage de notre or au Rwanda, c'est déjà un pas des géants. C'est très important puisque par rapport aux matières premières de l'Est, les matières premières qu'il avait officiellement, puisqu'il y avait un accord là-dessus, mais aussi par rapport aux matières premières qu'il avait frauduleusement, c'est ça qui faisait au moins 50% des revenus du Rwanda. Et le reste, c'était en partie 20% à peu près, ou 30% de la communauté internationale. C'est comme ça que le Rwanda a vécu, a construit ces grandes villes, notamment Kigali. Mais maintenant qu'on l'a asphyxié, qu'on est en train de l'asphyxier économiquement,
je pense qu'il va perdre des plumes. Il en perd déjà puisqu'il a fermé l'université. Il a bousculé un peu son entourage. Il est en train de changer, de faire des nominations ici ou là, de démettre un certain nombre de caciques de son régime. Ça prouve qu'à un moment donné, on l'a touché quelque part, là où ça fait mal. Mais c'est pour ça que moi j'ai dit que je serai un conseiller, un des conseillers principaux du chef de l'État, je dirais 3 mois. Au-delà de 3 mois, 1 minute, on attaque le Rwanda. On occupe quelques positions au niveau de nos frontières, là, même à 50-100 km de nos frontières, pour prouver qu'au Rwanda, on ne peut pas toucher à un pays indéfiniment. On ne peut pas continuer les exactions, des tueries, des viols des femmes, des vols des objets, des matériaux dans notre pays, sans que nous on puisse bouger. Nos populations civiles ont démontré que nous avons la capacité, même sans armes, de pouvoir agir ou réagir. Dans 3 mois, 1 minute, on devrait être à même à pouvoir occuper quelques territoires rwandais. Comme ça, on peut mieux discuter. Puisqu'ils viennent, ils rentrent chez nous comme s'ils rentraient dans du beurre, le goûteur rentrait dans du beurre, puisque nous, on veut faire triompher la légalité, on veut faire triompher le droit international. Mais si ce droit international n'est pas respecté, même dans ce qui est convenu de dire par rapport à la Charte des Nations Unies, dans le chapitre 7, l'article, je crois, si j'ai bonne mémoire, 51, à un moment donné, nous pouvons nous faire la guerre au Rwanda, par le fait que le Rwanda est chez nous, de manière illégale, de manière illicite. Donc, dans 3 mois, s'il n'y a pas de solution ou de résolution des instances supérieures telles que les Nations Unies et autres, ou des nations comme les États-Unis et autres, je pense qu'à un moment donné, on prendra nos responsabilités en ce moment-là. Mais avant qu'on arrive d'abord ici, la République démocratique du Congo est membre de l'Union africaine ainsi que de l'ONU. Quelle est la politique faut-il adopter par ces 2 organisations afin de maintenir la paix dans la partie Est? De toutes les façons, on ne sent rien. Je n'ai jamais vu, moi, l'Union africaine dans tout ce qu'il y a eu depuis 20 ans ou 30 ans. L'Union africaine a toujours été absente. Même quand le président était aussi président de l'Union africaine. Oui, c'est vrai, quand il était bien posé. Même le président lui-même, quand il était là, il aurait pu insister à l'époque, il le disait, il parlait, mais de manière timide. Maintenant, il insiste, maintenant qu'il est en dehors. Il y a d'autres contingences qui ont fait qu'il n'a pas trop insisté par rapport à la RD Congo. L'Union africaine, c'est une coquille vide. L'Union africaine, en réalité, n'existe pas. L'Union africaine n'existe que par le truchement de l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui lui procure plus de 50% de ses moyens. Donc pour dire un mot ou agir, il faut que ce soit dicté par celui qui te donne à manger. Donc l'Union africaine, l'Union européenne. L'Union africaine n'existe pas. Et en plus, à la tête de cette Union africaine, il y a qui? Il y a le président sénégalais qui porte allégeance à Kagame, qui est fanatique de Kagame. Que voulez-vous qu'il dise? Apparemment, il y a juste une complicité ou bien un jeu de cache-cache entre ces deux vis-à-vis de complicité, moi je dis, je ne parlerai même pas de complicité. Chacun regarde ses intérêts. Et ça, c'est normal dans les relations internationales. Chacun regarde les intérêts. Mais les plus intelligents regardent leurs intérêts à moyen ou long terme. Beaucoup qui sont aux prises dans ces conflits comme le Ouganda et autres contre nous, mais ils regardent leurs intérêts à court terme. À moyen terme, ils ne savent pas comment les choses vont se passer. Demain, si on arrive à se défaire de Rwanda, si on arrive à renforcer notre armée, solidifier cette armée, on a déjà en ce moment entrepris une démarche qui est positive. L'opinion nationale est en bloc pour soutenir le chef de l'État, soutenir notre armée, soutenir l'intangibilité, c'est-à-dire le fait de laisser les frontières telles que nous les avons héritées lors de la décolonisation. Moi, je pense qu'on a tous les éléments psychologiques, matériels et autres de pouvoir affronter cet ennemi-là. Une fois qu'on l'aura affronté, après, on peut se poser des questions sur le reste. Le reste, de toute façon, ils seront obligés d'obéir par rapport à une certaine logique. Mais le problème, c'est qu'ils oublient. S'il y a une défaite de la RD Congo, ce ne sera pas la défaite de la RD Congo seule, ce sera la défaite de l'Afrique de l'Est en général. Parce que Kagame est très narcissique. Kagame regarde sa personne, son pays. Demain, il peut se voir grandi, musclé, puisqu'il a mis bas la RD Congo. Qui paiera le pot cassé par la suite? C'est l'Ouganda, le Burundi.
pourquoi pas le Kenya par la suite, etc. Mais s'ils étaient intelligents, ils seraient soit neutres, soit ils soutiendraient la RD Congo pour pas déstabiliser l'Est. Déstabiliser la RD Congo, c'est indirectement, à moyen terme, déstabiliser le reste des pays, puisque le Rwandais, là, s'il gagne le conflit qui est actuellement, qu'il a contre la RD Congo, mais c'est fini pour le reste de l'Afrique de l'Est, voire même de l'Afrique centrale, même le Congo-Brazzaville ici, qui reste dans la neutralité. Moi, je dis, je ne sais pas comment ils analysent les relations entre États. Mais Paul Kagame aussi, là, l'avait dit, quand le pape est venu ici avec un message de cesser le feu, il avait dit, retirez vos armes de la RDC. Le jour suivant, Paul Kagame a réagi en disant que l'ennemi de la République démocratique du Congo n'est pas seulement le Rwanda. Pourquoi on a les visages tournés que vers le Rwanda alors que la RDC, c'est 9 voisins? Mais il a si bien dit, c'est vrai qu'on n'a pas que le Rwanda, mais aujourd'hui sur le terrain, c'est lui qui officiellement soutient et a son armée sur le sol congolais, c'est d'abord le Rwanda. Et puis on ne va pas faire comme Napoléon ou bien comme Hitler, on ne va pas s'attaquer à tout le monde d'un seul coup. Stratégiquement, ce serait perdre la tête. Nous, on doit viser un seul but, c'est-à-dire pacifier l'Est. On ne peut pacifier l'Est que par le fait de mettre fin aux exactions rwandaises. Là, par la diplomatie, là, par une guerre économique qui a déjà démarré, où on est sur une bonne voie, où à un moment donné, Kagame n'aura plus rien, il y aura peut-être un soulèvement et son régime peut être en danger à ce moment-là. Le fait de l'avoir asphyxié économiquement, il sera asphyxié financièrement et puis militairement, il ne pourra pas acheter d'armes. Ou s'il achète des armes, ce sera encore pire pour son pays, surtout pour son régime. En ce moment-là, nous, la stratégie que nous avons eue jusqu'à présent, même si certains disent ou pensent qu'elle n'est pas payante puisqu'il y a eu tellement de morts, il y a eu tellement de morts, c'est depuis 30 ans. Mais pour autant, on n'avait pas le moyen de mettre une politique de défense en place. Aujourd'hui, on a les moyens. On a mis en place une politique de défense. On est en train de former des gens ici ou là, même au niveau du pays. Nous avons des armes qui arrivent chaque semaine ici. Demain, si on fait la guerre contre ceux qui nous font la guerre aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils tiennent longtemps. Puisque, comme je vous l'ai dit, nous avons la population qui est en cohérence avec notre armée, en cohérence avec le président de la République, puisque c'est l'intégrité de notre territoire qui est menacée. C'est nos vies qui sont menacées. Donc demain, ne soyez pas étonnés qu'en très peu de temps, qu'on vous annonce non seulement qu'il y a un repli, mais avec une possibilité même pour nous de pouvoir rentrer et occuper une zone qu'on appellera tampon, qui sera différente de la zone de tampon telle que la communauté... Quand on se focalise moins sur le Rwanda, quand on se focalise sur les M23, on oublie les Codeco, on oublie les ADF, on oublie. N'est-ce pas que c'est aussi un danger pour la République démocratique du Congo? Non, on n'oublie pas. Quand sur le terrain, on n'épargne pas la Codeco, on n'épargne pas d'autres groupes. Quand on a commencé, ou du moins quand le régime actuel a commencé à s'attaquer à ces groupuscules ou groupes rebelles, mais il y en avait plus de 150. Aujourd'hui, quand on comptabilise, vous pouvez même les citer plus facilement aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans. Donc, on s'attaque à tout ce qui est groupe ennemi, groupe qui déstabilise nos populations, notre État. Mais quand même, il y a un changement. Le lundi, c'était avec le Codeco qui s'était réveillé un bon matin avec les agressions sur le terrain, alors que les Rwandais, les M23 étaient quand même dans les oubliettes. Là aussi, c'est un problème. Quels sont les... Mais le M23, on les appelle M23. Le M23, ils ont été défaits par les Sud-Africains, du moins les forces de l'Afrique australe. Ils ont été défaits. Les M23 dont on parle là, c'est un sigle qu'on a mis, mais en fait, réellement, c'est le Rwanda. C'est la soldatesque de Kagame qui est sur le terrain, qui occupe le terrain. C'est pas le Congolais. Le M23, c'était les Congolais. Mais quand Kagame aussi accuse le gouvernement congolais que les problèmes, ce n'est pas le Rwanda, c'est le gouvernement. Aussi, ce n'est pas juste un problème à revoir. Non, il y a des problèmes à revoir chez nous. Je ne dis pas que tout est rose. Je regarde, par exemple, quand certains d'entre nous ont plusieurs fois demandé à ce que, au lieu de laisser certains d'entre nous voler dans les caisses de l'État des millions, pourquoi ne pas monter des industries, même intermédiaires,
notamment pour l'extraction de certaines matières premières, notamment le coltan. On n'a pas une industrie qui extrait le coltan officiellement. On mettrait des industries d'extraction de coltan, voire même de leur transformation. Je pense que ça créerait des emplois pour un certain nombre de jeunes et de moins jeunes. Ce serait aussi un début de solution. Regardez très bien dans les zones où il y a des industries d'extraction des minéraux. Est-ce qu'il y a des troubles? Il n'y a pas de troubles. Pourquoi? Puisqu'il y a déjà en partie, on résorbe le chômage qui touche les jeunes et les moins jeunes, en partie. Et en partie, c'est toujours bien sécurisé là où il y a extraction des minéraux. Donc nous pouvons faire de la politique en même temps en faisant de l'économie. Le problème, c'est qu'on a du mal à prendre des grandes décisions, des bonnes décisions. Regardez, on préfère garder 50 ministres au sein des gouvernements. Mais c'est des dépenses inutiles. Les gouvernements et l'administration nous prennent près de 80% des frais, ou du moins de notre budget. Il faut qu'on arrive à un état normal, sérieux, où, par exemple, les frais de fonctionnement ne puissent pas dépasser 40%. Qu'on ait une marge qui puisse nous permettre d'investir, non seulement dans l'économie, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, des industries minières, qu'on puisse mettre aussi un peu d'argent pour l'agriculture, c'est très important. Si aujourd'hui on a la Gécamine ou d'autres entreprises de minéraux, c'est grâce à l'agriculture, grâce à l'argent que nous avons, ou du moins à l'époque Léopold II a eu par rapport à l'agriculture, le caoutchouc, l'agriculture de palmiers, etc. C'est ça qui a financé les industries minières ici au Congo. Mais pourquoi ne pas imposer ou s'imposer au niveau de l'État, de son administration, qu'on mette un peu plus d'argent pour développer l'agriculture tous azimuts. Ça nous empêchera de dépenser des sous bêtement pour acheter même de la tomate, même du piment à l'extérieur du pays. C'est pas un état normal, alors que nous avons le moyen de nous autosuffire, au moins partiellement. Donc moi je dis, il faut cela. En dehors de cela, il faut vraiment une force permanente au niveau de nos frontières. On a 9 frontières, je pourrais dire même 11, puisqu'on parle de 9, puisqu'on regarde les frontières terrestres. On a 9 voisins. En plus de 9 voisins, là, nous avons du moins la mer, qui est un espace que nous devons surveiller. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre espace maritime, notamment dans ce qu'on appelle en droit international, droit de la mer, la zone économique exclusive. C'est une zone qui part de la fin de notre territoire terrestre, jusqu'à 200 000 marins, qui est l'équivalent à peu près de 370 ou 370 km. Qui contrôle cette zone-là? Il y a des États étrangers qui viennent pêcher chez nous, qui viennent extraire même des produits qui sont au niveau du fonds marin. Qui est là pour pouvoir surveiller, pour regarder? Personne. C'est un territoire que nous, on ne domine pas. Il y a l'espace aérien. Si on n'a pas une force aérienne à capacité de pouvoir contrôler en permanence notre ciel, ça pose un problème. Apparemment, il y aura toujours des rebondissements, même si on essaie un peu de mettre la paix de l'autre côté. Oui. Donc, mais il faut qu'il y ait un contrôle général de nos territoires. Et qu'est-ce qui nous manque alors? Il nous manque, en fait, j'aime pas tellement ce mot-là puisqu'il est un peu galvaudé, puisqu'on parle de leadership partout, leadership à gauche, à droite, ça commence à devenir un non-sens. C'est une organisation simplement. Une organisation simple de l'administration qu'on réduise à tout au plus une vingtaine, 20, 25, même pour moi c'est trop. Organiser l'État administrativement, puisque l'administration c'est le socle de l'État. Quand on organise l'administration, automatiquement on va organiser les services de sécurité. Quand on va organiser les services de sécurité, que ce soit l'armée, la police et le service d'intelligence, ça encore c'est très important. On est un service d'intelligence non seulement en capacité de pouvoir réguler les choses, voire contrôler l'intérieur de notre territoire, être aussi en capacité de dévancer un certain nombre de problèmes en ayant des forces d'intelligence à l'étranger. C'est les services comme on peut appeler le service d'espionnage, espionner les autres, voir à peu près qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour leur pays ou qui peut nous amener des convenus, etc. Ça suppose des moyens, des hommes intelligents, des hommes bien rémunérés, qu'on ne prenne pas n'importe qui, puisque c'est le frère, puisque c'est l'ami, puisque, etc. C'est-à-dire des gens
en capacité dans tous les domaines, que ce soit du droit, de l'économie, de l'agriculture. C'est-à-dire, si on veut faire de l'espionnage, si on veut assurer la sécurité, c'est tout le monde, c'est le travail de tout le monde en fait. C'est-à-dire, prenez, si possible, des spécialistes, n'est pas négligé non plus ce qu'on appelle la masse. Puisqu'un ouvrier qui travaille dans une société indienne ou libanaise peut nous amener l'information. Un chauffeur de bus ou de taxi peut nous amener l'information qu'on peut traiter, vérifier, etc. Le service d'espionnage, que ce soit sécurité intérieure ou extérieure, ça suppose l'implication de tout le monde d'une manière ou d'une autre, mais de manière organisée. Donc il faut que nous on pense et puis qu'on puisse à la base faire exister l'État. Puisque aujourd'hui notre État est un État pour moi factice, c'est-à-dire dans les formes. Mais quand on regarde la profondeur, on gratte, on constate que c'est vide. Il y a un problème puisque déjà le socle de l'État c'est l'administration. Quand regardez notre administration, il est un peu éparpillé, il n'arrive pas réellement dans la cohérence faire les choses de manière intelligente. Je peux vous donner 2 exemples ou 3. Quand je prends les cas du stade des martyrs, où on dit que notre équipe ne peut pas, ou nos équipes ne peuvent pas jouer là-bas, puisque pourtant les conditions étaient connues d'avance par nos instances dirigeantes, que ce soit le ministre des Sports, différentes fédérations, même le gouvernement. Comment on peut arriver à se retrouver bec dans l'eau? C'est-à-dire les conditions, on n'arrive pas à les remplir. Ça pose un problème de suivi. On sait prendre des décisions, puisque quand on regarde au niveau de la législature, des décisions sont prises dans le bon sens, comme un état normal. Mais quand il s'agit de suivi, c'est là où le bas blesse. On est dans l'inefficacité totale, inefficience totale. Ça pose un problème. Regardez aussi un exemple qui date de 2 ans à peu près, où le président prend une bonne décision, puisque on est en train de faire mourir à petit feu l'ONATRA, SCPT, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant. Le président avait pris une bonne décision de fermer tous les ports privés dans le Bas-Congo, disons le Congo central. Quel est le port qu'on a fermé depuis? Une décision réelle venant de la présidence, venant de l'autorité de l'État, mais qui n'est pas mise en œuvre. Parce qu'il n'y a pas de suivi sur terrain. Ben oui, mais ça pose un problème, un État où il n'y a pas de suivi. À quoi bon de prendre des décisions? À quoi bon de dire on a tel projet, tel programme, quand sur le terrain rien n'est fait? Ça pose un problème. Ça pose un problème. On va y revenir par rapport à la visite papale sur le sol congolais de toute façon. Avant pape, pendant pape et après pape, où en sommes-nous? Parce qu'il est venu avec un message de réconciliation, il est venu avec un message de ceci le fait, il est venu avec des bons messages. Mais le résultat au finish. Ben, pour faire un enfant, il faut 9 mois. Vrai ou faux? Si. Pour faire l'omelette. Là, il s'agit de la maternité. Pour faire l'omelette, il faut commencer par casser les œufs. Vous n'avez pas l'omelette directement. Ben, le pape n'est pas venu pour qu'il y ait des miracles. Le pape est venu avec des vœux. Mais les vœux, il les a transmis aux populations. Il les a transmis non seulement à nos populations, mais aussi aux dirigeants. Il a transmis ses vœux aussi aux dirigeants au niveau international. Quand il leur a demandé d'enlever leurs mains sur le diamant congolais, etc., ben, d'arrêter de pouvoir déstabiliser la République du Congo, c'est des messages au-delà même de la nation congolaise. Et comme si c'était un message inaperçu au vide. Non, 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 non. Il faut toujours avoir de la patience de la vie. Patience, disent les Français, du moins en ancien français, patience et longueur de temps font plus que force ni qu'érage, disait Jean de La Fontaine. Il faut avoir de la patience. C'est avec de la patience qu'on a des résultats. Avec la patience, nous sommes arrivés aujourd'hui à 20 ans déjà, que la partie Est plutôt est prise toujours en otage. Avec la patience, on essaie toujours d'attendre. Non, les armes étaient différentes. Les armes d'aujourd'hui sont différentes des armes d'hier. Hier, c'était les accords de l'Émirat avec le régime Kabila, Chibanda et les autres. Aujourd'hui, c'est l'accord. Non, l'accord réel qui a fait qu'il y ait des exactions à l'Est pour le moment, au moins ces dernières années. C'est le fait que ces gens-là disent que nous n'avons pas respecté les accords. Ou certains de nos dirigeants ont signé au nom de la République les accords
donnant la possibilité non seulement aux forces rwandaises de venir dans notre territoire, que leur service de renseignement sillonne toute la République, puisse voir ce qui va pas, etc. Gérer notre intelligence, l'intelligence du Congo au niveau de la sécurité, au niveau de l'espionnage. C'est aussi le fait que nous avons dit que nous devons faire le brassage. On l'a fait, le brassage au niveau de l'armée, de la police et dans l'administration. Il y a plein de Rwandais, de Burundais et autres qui sont dans l'administration des finances et autres, par ces accords qui nous ont mis à mal. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander en 2 ans ou en 4 ans que le régime actuel corrige cela rapidement. Je ne dis pas qu'on prendra 20 ans pour pouvoir le corriger. Moi, je vous donne déjà le premier échéancier, n'étant pas du gouvernement. Je ne suis pas du gouvernement, je ne représente pas des partis politiques non plus. C'est ma façon de voir et d'analyser les choses. Dans les 3 mois à venir, on verra déjà les premiers résultats des démarches qui ont été effectuées, à la fois par le président de la République sur le plan diplomatique, mais aussi la pression portée par nos populations de l'Est. Et les vœux du pape, il y a pas mal de faisceaux qui ont fait et qui feront que on va vers des résultats meilleurs. S'il n'y a pas de résultats meilleurs, moi je dis dans les 3 mois, il faudra que nous-mêmes on aille chercher les résultats là où il le faut. À savoir attaquer militairement le Rwanda, puisqu'on sait que le M23, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais qui rentrent impunément chez nous. Là, c'était le vœu du pape. Alors, allons avec le vœu des EAC. EAC, je ne sais pas, on met ça sur le piédestal. EAC n'existe pas. C'est une organisation, c'est vrai, politique pour favoriser, faciliter les échanges entre les pays d'Afrique de l'Est. Et de soutien aux États d'Afrique de l'Est. Si on est rentré, moi je pense que c'était stratégique, puisque si on n'était pas dans l'EAC, admettons, dans l'hypothèse où on attaque le Rwanda aujourd'hui, la RD Congo attaque le Rwanda, vu qu'une des dispositions de l'EAC dit que si un État est en difficulté et attaqué, les autres doivent être derrière. On serait quoi dans cette situation? Aujourd'hui déjà, il y a des réclamations, la population réclame que... Oui, mais puisqu'ils ne connaissent pas toujours les dessous des tables. La stratégie qui est prise jusqu'à présent de d'impliquer le EAC, puisque c'est dans une des dispositions, ils doivent œuvrer pour pacifier l'Est du Congo. S'ils n'arrivent pas à le faire, en ce moment-là, ce sera une situation de fait. On peut légalement se retirer dans le cadre du droit, c'est-à-dire défendre notre territoire. On ne peut pas impunément être là dans l'expectative. Donc on attend, c'est pour ça que moi je dis, je donne 3 mois. 3 mois pour qu'il y ait des résultats. Pendant ces 3 mois, alors on aura aussi... Non, pendant ces 3 mois... On aura Macron, on aura Emmanuel Macron, le président français, sur le sol congolais, bientôt là, au mois de mars. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. On ne peut pas impunément attaquer un État comme ça, alors que le Rwanda n'a pas de moyens propres. Ces moyens-là lui viennent de l'extérieur. Je vous l'ai dit, on a asphyxié économiquement avec le Qatar. Ils ont du mal maintenant à rembourser les dettes par rapport à leur avion, puisque 60% de cette société, c'est l'apport qatarien. L'usine de transformation de l'or qu'il y avait au Rwanda, c'est toujours le Qatar qui avait financé en très grande partie. Ils seront asphyxiés, ils ne seront pas à même de pouvoir tenir. Si dans les 3 mois, il n'y a pas de solution, nous-mêmes, on trouvera la solution grâce à l'opinion publique congolaise. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. Un message fort pour la population qui vivent dans la partie Est. L'Est, ça ne concerne pas seulement l'Est, hein. Ça concerne aussi nos populations ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une certaine cohérence dans ce que nous disons pour soutenir non seulement ce peuple de l'Est, soutenir simplement le Congo. Ça suppose qu'on mette un peu du sérieux dans tout ce que nous faisons. Pendant qu'on se bagarre pour pacifier l'Est, nous devons aussi que le président de la République fasse le nécessaire pour toiletter, mettre de l'ordre au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a un problème au niveau du ministère de l'Intérieur. Pourquoi est-ce que la police n'est pas à même de juguler les Kuluna qui est ici à Kinshasa? Ce sont des sources aussi qui peuvent nous causer des problèmes à moyen terme. Il faut juguler les Kuluna à Kinshasa. En jugulant les Kuluna à Kinshasa, on mettra aussi des moyens pour qu'il y ait de l'ordre à l'Est. À l'Est, là,
s'il y a des rebelles quelque part par moment, c'est lié aussi au fait qu'il n'y a pas eu la présence réelle de l'État sur le terrain, notamment la police et les services de renseignement. S'il y aurait eu ça, je vois très mal comment les autres auraient pu pénétrer notre pays. Donc, le président de la République doit mettre un très bon ministre de l'Intérieur. Nous devons avoir des très bons responsables de la police nationale. On voit quand il met quelques militaires sur les terrains, ne serait-ce que pour la circulation ici à Kinshasa. Il y a de l'ordre, les gens sont heureux. Il faut défaire la police nationale telle qu'elle est aujourd'hui composée. Il faut un renouveau à ce niveau-là. Donc un bon ministère de l'Intérieur, un renouveau aussi au niveau des services de renseignement. Merci. Très important. Merci beaucoup. Ce n'est fini avec vous, mais la fête continue. Ce n'est fini, mais la fête continue. C'est ça le mot d'ordre. Après l'émission, il y aura partage du gâteau de votre anniversaire. Le gâteau viendra de vous, moi je peux... Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on a eu l'opportunité de fêter l'anniversaire au moins en direct avec notre invité. On se retrouve au mois prochainement. Aurait plaisir d'avoir un nouveau numéro. Portez-vous bien, bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.